Donc, Oui. chacun comment il la définit, chacun comment il la voit. Et il y a ceux qui travaillent pour l'Algérie, il y a ceux pour qui l'Algérie travaille pour. Moi, j'ai essayé donc, de faire une approche totalement différente, de voir en cette Algérie-là, donc une Algérie à travers l'histoire, une Algérie de résistance, une Algérie qui mérite qu'on la prenne en charge maintenant, de façon moins mercantile. Ce n'est pas seulement les affaires, c'est Oui. un pays qui vient de loin, c'est une Algérie qui vient, il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de choses, c'est un très beau pays, c'est un peuple généreux, c'est magnifique. C'est cette Algérie-là que je vois, donc c'est pour ça que j'ai essayé de traduire à travers les ouvrages. Donc il y a toute une collection, parce que j'ai fait beaucoup de voyages en Algérie, donc j'ai vu beaucoup de choses, donc il y a des territoires. Donc Vous savez, j'ai écrit ce livre-là, donc mon Algérie à moi, donc La Voix des Biskra, comme je l'ai écrit un peu pendant le coronavirus. Donc j'étais un peu jeté sur les routes. Je faisais un peu la route. Je me suis retrouvé donc, à un moment où tout le monde était confiné chez lui. Moi, je me suis retrouvé à faire la route, à dépasser les montagnes, à voir le Oui. soleil. Vous savez, donc j'ai fait le matin. Je vois le soleil le matin, je le vois le matin, le soir, je le vois se coucher. Je ne sais pas, je me suis pris d'amitié avec les paysages, avec les routes, les oueds, etc. Alors, sur lesquels, et puis on entend une sorte de musicalité, parce que c'est des noms amazirs, des noms historiques qui viennent de loin, dans des régions qui sont extrêmement lointaines. Euh, j'ai voulu traduire parce que c'est un voyage extrêmement qui m'a vraiment marqué parce qu'on rencontre des gens qu'on ne connaît pas mais qui sont d'une générosité extraordinaire. J'ai évoqué un café, je crois que c'est lui c'était le déclic. Un simple café comme ça dans un petit patelin entre Msila et le Roi et Biskra, donc trois et les limitrophes, mais les gens qui sont totalement différents, ils ne sont ni des Leroy, ni des Biscray, ni des Msila, ils sont en même temps tout ça, et ça crée une fusion, donc quelque chose d'extrêmement sans des gens anonymes, authentiques, hein, avec des générosités extraordinaires. Et puis, donc, au temps du coronavirus, et puis tout est fermé. Alors, moi, comme j'étais sur la Daoud l'OLD, j'étais un peu sur les routes, je l'ai rencontré par hasard et je ne sais pas, il sortait, le café était fermé parce que c'est une obligation sanitaire, et puis il distribuait du café gratuitement donc, aux passagers, donc les gens qui faisaient la route de façon spontanée, ça m'a vraiment marqué. Et donc, alors c'est tout ça. Donc, alors, je voulais traduire ça à travers cet ouvrage. Voilà. Donc, Et tu es arrivé comment à l'écriture? ça fait longtemps que j'ai écrit. Bon, j'étais journaliste, mais j'ai fait autre chose aussi. Mais j'ai écrit, mais j'ai jamais, comment dire, osé publier, parce que je crois qu'il y a une sorte de... J'ai beaucoup de respect pour les lecteurs. J'ai pas envie d'écrire n'importe quoi. Donc, alors, donc, j'ai hésité. Et puis, il y a une dame, une dame qui est On va lui rendre hommage. Une grande ah, dame, une très grande voilà, dame. donc, à un moment, parce qu'à un moment, j'avais animé un café littéraire, donc je l'ai invité plusieurs fois. Et puis, alors, je l'ai vu comme ça spontanément, Foutanel Johar, voilà, moi qui me dit, qui écrit tout le temps mais qui ne publie pas, etc. Je lui ai donné donc La Voix de Biskra à lire. Je lui ai dit, j'aimerais bien avoir un commentaire et puis pour, comment dire, pour me rassurer ou bien pour me dire, voilà, c'est bon, je penserai à autre chose. Et puis elle a lu et puis elle m'a rendu le manuscrit. Elle m'avait dit, non seulement je le publie, mais je vais te le préfacer. Donc, elle l'a préfacé carrément pour me rassurer. Donc, elle m'a vraiment rassuré dans mes certitudes, donc mes nouvelles certitudes, parce que maintenant, c'est comme si j'entame une nouvelle carrière. Pour moi, c'est un voyage que je voulais faire, que je voulais traduire, que je voulais partager avec tout le monde, qu'il soit algérien ou bien étranger, parce que l'Algérie, euh, c'est pas seulement ce qu'on entend à la télévision, c'est pas seulement ce qu'on raconte dans les journaux, c'est pas seulement ce qu'on raconte dans les livres. Je crois que j'allais dire, il faut visiter l'Algérie pour savoir tout ça, pour voir tout ça. Parce que je l'ai écrit quelque part ici, euh, l'Algérie, donc c'est les hommes, pas seulement les hommes, c'est les femmes, pas seulement les femmes, c'est les montagnes aussi, c'est les végétaux, c'est les pierres. Donc il y a cette Algérie-là qui a vécu depuis des millénaires dans une harmonie totale entre les êtres vivants, donc les animaux, les humains et les végétaux, les pierres, les montagnes. Tout ça, ils ont vécu, on a vécu dans une symbiose totale, avec une sacralité. Vous savez, par exemple, euh, la terre, par exemple, la terre, par exemple, il y a certains villages aujourd'hui, on ne vend pas la terre parce que c'est très sacré. Vous allez, par exemple, dans un certain village, vous allez trouver une pierre et
on l'appelle, on lui donne une fonction. Ce n'est pas une pierre inanimée, il n'y a pas de chose inanimée. Une pierre au milieu d'un village, on l'appelle d'Assès. D'Assès, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça provient d'une croyance, mais d'une croyance, pour moi, je n'appelle pas païenne ou là, mais je veux dire, ce sont des caractéristiques d'un vivre ensemble dans une harmonie totale. C'est comment dire, une approche environnementale totalement différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Occident, on parle de l'environnement, on parle d'une approche environnementale, mais qui est basée beaucoup plus sur le profit, parce qu'il a fallu qu'on détruise la terre pour se rendre compte aujourd'hui qu'il faudrait la protéger. En Algérie, c'est-à-dire que vous partiez de Tedret, donc en fin de compte, de Janet, et que vous montiez à Tizarnif, dans mon village, donc, etc. Pratiquement, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est les mêmes sons, le territoire, c'est les mêmes sons, c'est la même approche, c'est-à-dire qu'il y a un respect total de la nature. Il y a une sacralité totale de la nature. Il y a de la musicalité. Par exemple, voilà, je fais comment dire, une parenthèse par rapport à Mostafa Al-Shraf, parce qu'il a écrit un très beau livre, Des noms et des lieux. Vous voyez toute la musicalité algérienne qui provient de notre histoire depuis des millénaires, qui est portée par comment dire, par les places, par les rivières, par les coteaux, par les montagnes. Et donc, cette harmonie-là, donc, on a vu qu'ensemble, on a défendu, je reviens à les êtres, ils ont défendu ce pays, mais pas seulement les êtres. Même les montagnes, les premiers, comment dire, remparts contre la colonisation, c'était les montagnes. J'ai un deuxième ouvrage, j'ai parlé sur les grottes de Nikmaria. Donc, elles avaient joué un rôle de protection de la population. On parle de Zaracha. Il y a 10 000 palmiers, donc il y a 10 000 palmiers qu'on avait découpés, qu'on avait décapités, au même titre que la tête de Cherbouzienne qu'on avait décapitée. C'est-à-dire que les palmiers avaient joué le rôle de protection. Ils avaient joué le rôle complice de la résistance. C'est-à-dire que ce pays, je veux dire que les êtres humains, enfin nous n'avons pas l'exclusivité dans ce pays. C'est pour ça que je dis que cette Algérie-là, il faudra la comprendre. La comprendre, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais traduire. Hein, parce que je pense, en tout cas, oui, parce qu'on pense la connaître, parce qu'on ne la connaît pas. Hein, ouais. Oui, parce qu'on ne la connaît pas, ou là on la connaît d'une façon un peu étriquée, d'une façon partielle, etc. Je crois que l'Algérie, c'est un tout. Et puis, si on regarde avec les yeux, de façon, c'est-à-dire parce que souvent, on la regarde avec des yeux, parfois avec des yeux, parfois pas, comment dire, pas anonymes, je veux dire de façon un peu étriquée, avec des arrière-pensées. Par exemple, moi, je suis un peu outré de temps en temps quand on parle de violence, par exemple. On parle, par exemple, historiquement, depuis des années, parce que l'Algérie a vécu des moments extrêmement épouvantables à travers le terrorisme qu'on a vécu, etc. On parle, je me souviens à l'époque, on parle quand on vous dit, vous êtes Algérien, y compris les pays voisins, en Tunisie, en Maroc, ils nous prenaient comme des terroristes potentiels, alors que c'est complètement faux. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'Algérie, c'est un peuple qui est extrêmement généreux. Nous ne sommes pas un peuple violent. C'est un peuple qui est extrêmement généreux et pas violent. C'est-à-dire que la violence qu'on ressent à travers comment dire, l'expression gestuelle, la violence qu'on ressent à travers mais y compris l'équipe nationale quand elle gagne, on est un peu relativement violent, mais enfin, quand cette joie-là, il exprime une blessure, parce que c'est toute la violence qu'on a accumulée, toute la violence qu'on a subie. L'Algérie, on a tout le temps été, je veux dire, on a subi une histoire un peu, on nous sommes malmenés par l'histoire. C'est-à-dire que nous avons tout le temps été, je veux dire, envahis. On n'a jamais pu constituer, a eu le temps de constituer, comment dire, un moment de répit pour construire, etc. Chaque fois, on a été envoyé, on a résisté, on a survécu. On a survécu, et c'est ça, je crois que notre génie, on a survécu. Mais toute la violence qu'on a subie, on l'exprime maintenant, pas comme étant nous ne sommes pas violents. Je veux dire, c'est cette violence qui s'est accumulée en nous, qui, à première vue, explique, soi-disant, qu'on sont violents, mais quand on regarde un peu plus profondément, quand on regarde un peu plus attentivement, on réalise que l'Algérien, il n'y a pas plus généreux que ça. Et je le dis sans démagogie, etc., même pendant les guerres, pendant la colonisation, etc., c'est-à-dire que même pendant la résistance, c'est-à-dire qu'ils étaient loyaux. J'en ai parlé dans le prochain, dans la voie de Café Malakoff, j'en ai parlé un peu, par exemple, en 1871, pendant avec
avec le Moqarrani Cheikh Ahmed, donc la résistance de 71. Quand ils déclaraient la guerre, ils allumaient des feux sur les montagnes pour dire aux Français à l'époque, voilà, nous sommes en guerre. C'est-à-dire il y a un code d'honneur qu'on respectait, c'est quelque chose d'extrêmement. Alors qu'on était vaincus, on était résistants, on était envahis, et pourtant on n'a pas failli au devoir de loyauté. Et c'est ce que je voulais traduire en fin de compte. Maintenant, la beauté, évidemment, il y a toutes ces montagnes-là, puisqu'elles ont vécu en harmonie, donc elles ont, comment dire, elles sont vécues complices de la résistance, complices de ce peuple résistant aussi. Je voulais donc rendre hommage. Donc, quand on voit Bou Saada aujourd'hui, pour évoquer Bou Saada, c'est une, je veux dire, c'est dommage. C'est-à-dire que c'est une ville extrêmement portée sur le cinéma. Il y a des peintres qui sont complètement perdus là-bas par une beauté extraordinaire. J'ai évoqué, comment c'est, comme la Zeynep. Oui, et Isabelle Eberhard, oui. Et bien, voilà, donc Isabelle Eberhard qui est venue ici. C'est ça aussi, donc, alors, c'était une occidentale qui était, comment dire, imbue des valeurs occidentales, qui écrivait, etc., mais qui, je crois qu'à l'époque, elle voyait ce que nous ne nous voyons pas. C'est-à-dire qu'elle voyait la beauté qu'elle voyait. C'est-à-dire peut-être qu'elle percevait quelque chose que nous n'étions pas capables de percevoir. Elle percevait à l'époque ce que nous, actuellement, nous ne sommes pas en mesure de percevoir. C'est pour ça qu'elle a renoncé, elle a préféré vivre dans le dénuement total pour gagner une sérénité totale. Et puis, elle a rejoint Lala Zeynep, alors qu'il y a une femme insoumise qui est extrêmement, imaginez, en 1901, elle a attaqué donc, la France, comment dire, elle a déposé plainte. Elle a utilisé un outil du droit français pour avoir gain de cause. En 1901, vous imaginez, elle a attaqué à l'époque, comment dire, elle a attaqué donc l'administration coloniale de misogynie. Et c'est ça, et c'est en 1901. Et c'est une femme qui a étudié seulement dans la bibliothèque de son père, qui avait fréquenté seulement les fils de Moqarrani quand ils étaient venus là-bas, et puis qui a rejoint Isabelle Eberhard quand Isabelle était partie là-bas. Alors, Isabelle Eberhard, donc elle s'habillait en homme et puis elle chevauchait, mais elle était folle du désert, mais elle trouvait la quiétude. Une femme qui, comment dire, totalement à l'opposé, qui était, comment dire, qui était religieuse, etc. Mais elle se rejoignait dans quelque chose de profond qui était la quiétude, la sérénité de ce pays. C'est pas une fiction que tu racontes. Il y a tout ce que tu racontes, qu'on découvre d'ailleurs dans La Voix de l'Iskra. Il faut que les jeunes générations s'en emparent, connaissent leur histoire pour en être fiers et sortir de ce carcan dans lequel beaucoup veulent enfermer les Algériens, qui est entre autres la période historique de la guerre d'indépendance. Il faut connaître l'histoire. Je ne comprends pas comment en Algérie, comment un pays comme l'Algérie aujourd'hui, le tourisme n'est pas développé. Sans doute qu'il y a des raisons objectives, mais je crois que nous n'avons pas su, faire. Mais pour les jeunes générations, et je le dis encore une fois, sans aucune démagogie, l'Algérie, les Algériens, on a résisté jusqu'à maintenant, on a survécu. Même les langues, on a tout le temps été, comment dire, envahis. Je crois que l'ingéniosité du peuple algérien, c'est d'avoir résisté. Autant des Romains, quand ils nous ont, donc la même chose, ils nous ont colonisés, mais bon, je crois que quand on prend Saint-Augustin, quand on prend Apulé, quand on prend, donc, c'est des enfants de Soukharas, c'est des enfants de chez nous, donc qui avaient écrit, et ils avaient écrit en latin, mais sans avoir renoncé à leur langue d'origine. C'est-à-dire que le Kabyle, le Mzabi, le Chiawi, les gens continuent à le parler. Ces langues, le Telgi, on continue à le parler jusqu'à maintenant, les langues qui étaient aussi anciennes que la Mazière, en général, c'est le grec qui a disparu, qui est en train de disparaître. C'est le latin qui est en train de disparaître, mais ces langues n'ont pas disparu. Pourquoi? Parce que, je crois, à mon avis, les Algériens, enfin les Algériens historiquement, donc ils avaient cette ingéniosité de s'accaparer la langue des dominants, se l'approprient, ils en font une langue locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le français, je parle français aujourd'hui, mais pour moi, ce n'est pas un français français, c'est un français algérien. Je ne dirais même pas,
Je veux, c'est la revanche des faibles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la revanche des faibles. Aujourd'hui, le français n'est pas une langue française. Pour moi, le français que je parle aujourd'hui, la France n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que après la colonisation, les Algériens ils sont appropriés le français. Ils ont fait une langue algérienne. Bon, c'est un moyen de communication. C'est un plus, c'est un atout. Je veux dire, c'est un enrichissement. C'est-à-dire que pour nous, la même chose pour l'arabe. L'arabe, on en a fait l'arabe algérien que les Arabes ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on a fait l'arabe algérien, on se l'a approprié, mais sans avoir renoncé ni aux croyances algériennes historiques, ni aux langues algériennes historiques. On se l'a approprié, on l'a fait. C'est ça l'ingéniosité. Je crois que c'est ça qui a fait que nous n'avons pas disparu, nous avons survécu. Et je crois que ça exprime deux choses. Ça exprime d'abord la résistance du peuple algérien, d'avoir résisté aussi bien sur le plan physique, etc., mais sur le plan culturel, parce que d'avoir survécu, toutes nos croyances, elles ont survécu. Qu'est-ce qui a permis cette sauvegarde dans l'histoire? C'est aussi, comment dire, la tolérance. C'est-à-dire que ce qui fait partie de notre socle identitaire, je veux dire, c'est deux piliers fondamentaux, c'est la résistance et la tolérance. La tolérance, parce qu'en fin de compte, le français, c'est vrai, autant on l'a combattu, mais autant on a gardé on assume. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est important. Donc, c'est toute cette histoire-là. Cette histoire, on doit s'approprier cette histoire séculaire. Un anthropologue algérien, quand il a écrit, je crois que dans une revue américaine, il est en train de faire des recherches au niveau des Bouchet, ici en Algérie. Et il a démontré scientifiquement et de façon incontestable que l'Algérie fait partie est le berceau de l'humanité, au même titre que l'Éthiopie. C'est-à-dire que c'est le berceau de l'humanité parce c'est bon à vivre ici. Il y a du soleil aujourd'hui, le mois de décembre, il fait beau. Il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est-à-dire que réellement, nous n'avons pas besoin de partir ailleurs. Et c'est les gens qui viennent, c'est-à-dire que les gens qui viennent aussi. Alors, sur le plan symbolique, ils viennent pas seulement pour nos richesses aussi, ils viennent aussi parce que c'est le berceau de l'humanité. Donc, toute l'humanité est partie d'ici. Ils reviennent. On peut comprendre comme ça. Je crois que c'est tout ça. Donc, pour revenir à Apulé, c'est vraiment dommage. C'est le créateur du roman, en général. Il semblerait que c'est le créateur du roman. Pourquoi on ne se l'approprie pas? C'est notre Apulé. Et il y a plein de choses comme ça dans l'histoire. Donc, qu'on doit s'approprier. Je crois qu'il faudra que les Algériens, enfin moi, ce n'est pas un message, moi je le dis, moi je suis convaincu de toute façon, donc moi je le dis, je suis convaincu, je l'écris. On doit se réapproprier notre histoire. Notre histoire, il y a beaucoup de choses, donc il y a beaucoup c'est vrai, d'invasion, il y a des choses mais il y a deux choses qui sont fondamentales qu'on ne doit pas perdre de vue, qui nous ont permis de survivre, c'est la résistance et la tolérance. Oui. Si on évacue le temps. C'est-à-dire on a l'impression que l'Algérie est une toile de résistance. C'est-à-dire que une toile de résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui a résisté plus qu'une autre, ou bien moins qu'une autre. C'est-à-dire qu'il y a à chaque phase de l'histoire, et c'est ce qu'on doit comprendre autour de chaque phase de l'histoire, il y a une région qui revient. C'est-à-dire quand on voit on a tout le temps été envahi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous partez je ne sais pas, où vous partez en contre Kabylie, ils ont résisté. Si vous partez à l'ouest, ils ont résisté. Ils ont résisté un peu moins à un moment dans l'histoire, mais dans l'histoire, si on voit, ils ont résisté beaucoup. Il y a des tribus. Il y a des tribus qui ont été exterminées. C'est-à-dire qu'il y a des tribus, bon, j'en ai parlé sur le hier, une tribu. Alors là, ils ont appliqué à la lettre Anaras Walanikno, qu'on dit en Kabylie. On va dire qu'on a résisté plus que les autres. Je crois que, alors, j'ai dit que l'Algérie, donc si on fait le temps, si on évacue le temps, c'est-à-dire la dimension de temps, on l'évacue, on a l'impression que l'Algérie, elle va apparaître comme étant une toile de résistance. C'est-à-dire que toutes les villes, tous les coteaux, toutes les montagnes sont reliées par des fils de résistance. Il n'y a pas, où vous partez, il n'y a pas, chaque place porte une blessure, chaque place porte un carnage, chaque place porte une bataille. C'est un pays qui est irrigué par le sang et par les larmes. Je crois qu'un peuple en général, donc un peuple qui a, comment dire, qui a ce socle identitaire, qui a assis sur ce socle identitaire. Dont il est fier. Dont il est fier.
moi, maintenant, dont il est fier, je crois qu'il ne doit pas perdre ses repères. On ne doit pas perdre nos repères. C'est un peu paradoxal. On perd nos repères parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre d'anomalies de l'histoire, hein, d'anomalies de l'histoire qu'il faudra corriger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas normal qu'on ne connaisse pas notre histoire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont été écrites de façon totalement différente de ce que devait être subjective et ce qu'il faut aujourd'hui. Et c'est ce qui explique un peu que la situation aujourd'hui, on a l'impression que les gens perdent de repères. Mais au fond, il y a beaucoup de choses qui doivent être corrigées en matière de notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a je veux dire, des non-conformités historiques, des non-conformités qu'on doit corriger. C'est comme si aujourd'hui, ça c'est un message que je lance. Ce n'est même pas un message parce que je ne suis pas là pour lancer des messages. Loin de là. C'est un avis que tu soumets. Un avis parce que, voilà, je crois que l'Algérie, d'après 60 ans, il y a l'édifice historique de l'Algérie qui est construit après 62. Après 60 ans, on était brimé. Après 62, donc à l'indépendance, on était brimé, on était détruit. On a fait ce qu'on a su faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été mal faites, etc. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais nous sommes aujourd'hui, on doit auditer quelque part l'édifice historique de l'Algérie. Je veux dire que je m'en parle en Algérie aujourd'hui. S'il y a des fissures, il faut les colmater. Si on va vérifier, il faudra examiner, il faut qu'on se regarde un peu dans le miroir, voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, quand je vois l'équipe nationale, moi je l'ai écrit ici, l'équipe nationale quand elle gagne, paradoxalement, c'est dans la joie qu'ils expriment une blessure. Parce que l'équipe nationale, quand elle gagne, l'équipe nationale, elle peut se targuer d'avoir les meilleurs supporters du monde. Parce que ce n'est pas des supporters au sens normaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de quelque chose de folie, d'une soif de vaincre, la soif de victoire, mais qui exprime parce que nous avons tous quelque part au fond de nous une blessure tapie. Parce que tout ce que je raconte à travers tout ce que nous avions subi, il est tapé au fond de chacun de nous. Nous sommes un peuple blessé par l'histoire. Maintenant, nous sommes en mesure de faire, comment dire, un point fort, de faire, comment dire, une énergie potentielle, positive, pour aller de l'avant, pour faire des miracles. Nous sommes en mesure de faire des miracles. Autant on a combattu, comment dire, en 1954, c'était une révolution unique au monde, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à imaginer. Le terrorisme aussi, en 1990, tous les pays, y compris soi-disant ce qu'on appelle les pays voisins, les pays amis, ils attendaient à ce que l'Algérie s'écroule définitivement. À l'échelle mondiale, on avait planifié à ce que l'Algérie s'écroule les années 90. Et ce n'était pas écroulé. C'était pas écroulé parce qu'il y avait cette magie, il y a cette histoire-là de résistance qui est ancrée en chacun de nous, qui a fait qu'on a pu faire face. Et ce n'est pas normal qu'un peuple comme ça, qui a fait les deux épreuves les plus fondamentales, les plus monstrueuses de l'histoire, et bien avant aussi, puisse perdre ses repères. Je crois que nous sommes en mesure d'aller de l'avant. Et moi, Alger-Biskra, c'est un voyage qu'il faudra faire parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est réellement ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que à un moment, je vous ai dit que c'était au moment du coronavirus, je me suis retrouvé livré à ces paysages, livré à la route, livré aux montagnes, livré tout seul, réellement tout seul. Les gens sont confinés chez eux. Moi, je me suis retrouvé là-bas. Il faut découvrir parce que c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voit, que je ne voyais pas. On entend des sons qu'on n'entend pas. On rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est-à-dire que quand on fait un travail de façon routinier, etc., on est prisonnier dans un certain nombre de procédures de vie qu'il faut faire, etc. Il faut faire ce voyage, il faut le faire. Alors moi, je ne prenais pas l'avion spécialement parce que j'aimais la route, parce qu'en bas, j'en suis tombé amoureux. Maintenant, je ne peux pas le faire. Quand je me stresse, je prends la route. Je ne sais pas, parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas, parce que la vie, ce qu'on appelle la vie moderne, la vie moderne
qui nous jonglent parfois par les préoccupations quotidiennes, par une organisation planifiée du temps, etc. La route nous les fait oublier et nous fait revenir un peu à la vie authentique, quoi. Donc à la vie réelle, parce que c'est ça la vie au bout de compte. Je vais dire terre à terre sans que ce soit un terme péjoratif. Merci beaucoup, cher Yahya, pour ce premier voyage, La Voie de Biskra. Où est-ce qu'on peut le trouver Est-ce qu'on peut le trouver, pardon, en France, ce livre? Ou est-ce qu'on peut le trouver en Algérie également? Parce que tu Oui, disais en Algérie, il existe un peu partout. Donc au niveau des librairies, il existe un peu partout. Oui, il est édité aux éditions TPA. TPA, oui, TPA. Donc c'est une nouvelle édition, une maison d'édition qui se trouve à Zeralda. Bon, en France, Basel, il n'est pas encore, je ne pense pas qu'il est disponible en France. Donc maintenant, on va voir comment. Mais en Algérie, il existe un peu partout. Voilà, donc il y a un deuxième ouvrage que je viens de publier aussi. Donc c'est le Café Malakoff aussi. C'est la suite? C'est un autre voyage aussi, ce qui est un peu romancé. Mais je parle aussi de l'histoire. Je parle de l'histoire et des paysages. Donc des paysages complices, quoi. Donc des montagnes complices. Je parle un peu de la tribu de l'Edriya, donc au niveau de Mostaganem. Qui était résistant, qui avait disparu. Et j'ai donné un peu la parole aux victimes. Merci beaucoup, cher Yahya. À très, très bientôt.